Vous êtes sur l'Académie InVivox, vous avez bien raison, nous sommes avec le professeur Cribier, hein, et un mot sur InVivox. Donc sur InVivox, nous hébergeons du contenu destiné aux professionnels de santé, hein, qui a pour but de faciliter le partage de connaissances entre professionnels de santé. Hein, voilà, on a eu plus de 10 000 professionnels de santé qui se sont formés sur la plateforme au mois de mars dernier. On a plus de 2 000 formations disponibles et plus de 150 clients qui sont des hôpitaux, des fabricants de dispositifs médicaux ou des laboratoires pharmaceutiques. Hein, donc je suis Julien Delpech, je suis le fondateur de cette plateforme et je vais passer tout de suite le micro plutôt, au professeur Alain Cribier. Merci encore, Alain Cribier, de nous accorder 30 minutes de votre temps pour nous raconter la formidable histoire du TAVI. Alain, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci. Voilà, je pense que vous avez peut-être ma première diapositive. C'est parfait. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité d'abord à faire partie de cette Académie InVivox. On a déjà un long passé de travail ensemble. InVivox nous a aidé considérablement pour la formation de multiples médecins dans le monde entier, à Rouen et sur le web. Et donc, merci encore de m'avoir invité. Voilà, vous m'avez demandé de parler de l'Odyssée ou de l'épopée du développement du TAVI. C'est très difficile de résumer en quelques minutes une si longue histoire, mais une si fabuleuse histoire, comme vous avez parlé tout à l'heure. Vous avez dit que c'était pratiquement magique, et c'est vraiment le cas. Depuis 1985, vous voyez que ça remonte à très longtemps, je m'efforce avec l'équipe de cardiologie de Rouen de développer des technologies interventionnelles, c'est-à-dire non chirurgicales, pour le traitement d'une maladie particulière qu'on appelle le rétrécissement aortique. Et ces deux techniques, en 1985, ce qu'on a appelé le ballon aortique valvuloplastie, BAV, dilatation aortique au ballonnet, puis à partir de 2002, le TAVI, donc l'implantation par catétérisme cardiaque de valves artificielles, ont été une suite logique. Vous voyez, donc tout commence en 1985. Et c'était pas facile, je peux vous dire, c'était très difficile, pratiquement impossible, et c'est ce qui rendait ces innovations particulièrement intéressantes. Je voudrais tout de suite souligner que la clé du succès pour le développement du TAVI, ça a été l'équipe de cardiologie de Rouen, et en particulier la relation extrêmement proche qu'on a avec l'équipe de chirurgie cardiaque qui nous a aidés alors que tous les autres chirurgiens du monde entier étaient contre nos innovations qui étaient non chirurgicales. Et c'est grâce à eux que l'on a pu vraiment développer ces technologies. Donc, pour ceux qui ne sont pas tout à fait au courant de ce que c'est, je resitue le contexte. La valve aortique normale est pathologique. La valve aortique, comme vous le savez, c'est une valve qui se situe à la sortie du ventricule gauche et qui, en s'ouvrant, permet au sang de passer du cœur vers l'aorte et le reste de l'organisme, et qui, en se fermant, évite au sang de revenir en arrière. Donc, c'est une valve qui a cet aspect-là, normalement, trois petits feuillets très fins, qui s'ouvrent totalement pour laisser passer le sang avec une ouverture de 4 cm². Le rétrécissement aortique, la maladie dont on va parler maintenant, c'est une véritable catastrophe puisque vous voyez que ces valves sont complètement remaniées. Il y a un épaississement, une calcification de chacun des feuillets et la valve ne s'ouvre pratiquement plus. En deçà de 1 cm², c'est un rétrécissement aortique important. En deçà de 0,7 cm², c'est un rétrécissement aortique très sévère. Et le sang ne passant plus, évidemment, c'est incompatible avec la vie. Donc, la maladie est annoncée par un certain nombre de symptômes, des syncopes, de la dyspnée à l'effort, de l'angine de poitrine, des signes d'insuffisance cardiaque. Et il y a surtout un risque de mort subite qui peut advenir n'importe quand, ce qui fait tout le danger de cette maladie. Alors, vous voyez, c'est très fréquent, en fait. Ça concerne 5 à 7 % des gens de plus de 65 ans. Et dès l'apparition des symptômes, la mortalité est vraiment une horreur, puisqu'elle atteint pratiquement 80 % dans les 3 ans. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Il y a une solution qui existe depuis les années 60, qui est de remplacer cette valve calcifiée, rétrécie, par une valve artificielle.
depuis les années 60, vous voyez, des valves à billes, des valves mécaniques, puis ensuite ce qu'on appelle des bioprothèses, qui sont des valves de péricarde de bovin ou porcin. Cette intervention chirurgicale est remarquable et avec une très basse mortalité quand les gens peuvent être opérés sans problème. Mais malheureusement, il y a plus d'un tiers des patients qui ne peuvent pas être opérés pour des tas de raisons, soit qu'ils sont âgés, soit qu'ils ont des comorbidités, soit pour des raisons socio-économiques. Et ces gens vont mourir très rapidement après le début des symptômes, comme je vous l'ai dit. Et la situation était pire quand j'ai commencé à m'intéresser à cette maladie dans les années 80, puisque l'âge était une contre-indication à la chirurgie cardiaque. À partir, en dessous de 70 ans, les patients pouvaient être opérés. Au-delà, c'était extrêmement rare d'aller jusqu'à l'intervention chirurgicale et on voyait les gens revenir dans le service et mourir. Donc, mes objectifs, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette maladie, étaient d'offrir une solution thérapeutique non chirurgicale pour tous ces patients qui ne pouvaient pas être opérés. En septembre 1985, j'ai fait à Rouen avec l'équipe la première dilatation aortique au ballonnet, c'est-à-dire qu'en gonflant un ballonnet à travers cette valve très calcifiée, j'espérais améliorer les choses. Et ça a vraiment très bien marché. La première, vous voyez ici, la première patiente qui a été traitée par la dilatation aortique, qui s'est améliorée extraordinairement. Et on a publié une première série de patients dans le Lancet qui a fait vraiment l'effet d'un cataclysme dans la communauté médicale. Entre 1986 et 92, la dilatation aortique a été réalisée sur des dizaines de milliers de patients à travers le monde entier. Tous les patients qui avaient des contre-indications chirurgicales ou qui étaient à haut risque chirurgical, il y a eu un nombre incroyable d'articles publiés. La Food and Drug Administration aux États-Unis a approuvé la technique dans des indications sélectives, mais il y avait une limitation très importante qui était la resténose, la reformation de ce rétrécissement valvulaire très rapidement chez des patients, parfois dans les 6 mois ou dans l'année. Et mon problème a été de trouver une solution contre ça. Et la seule solution qui m'est apparue possible, c'est de développer une valve qui pourrait être implantée par cathétérisme cardiaque, ce qu'on appelle maintenant le TAVI. Alors, l'idée de base, ça a été que, comme il était possible de gonfler un ballonnet dans ces valves calcifiées jusqu'à ce qu'il soit complètement gonflé, il m'est apparu possible d'associer à cette dilatation aortique l'implantation d'un stent, d'un grillage métallique qui pourrait, si la force la résistance à la compression de la valve était égale à la force de dilatation du ballon, pourrait maintenir la valve ouverte et bien sûr permettre de coller à l'intérieur, de suturer à l'intérieur du stent une structure valvulaire, par exemple, par n'importe quel moyen, qui serait attachée à l'intérieur du stent et qui permettrait de remplacer la valve aortique malade sans la retirer. Donc la valve native ne serait pas retirée, au contraire, elle devrait servir de support pour ancrer le stent à l'intérieur de l'anneau aortique. Donc ça, c'était l'idée de base, avec une combinaison très difficile à imaginer d'un ballon qui soit expansif par un ballonnet et avec un stent qui contienne une structure valvulaire. Donc, vous voyez ce que j'ai annoncé en 1990, donc ça fait vraiment très longtemps, mon désir d'implanter une valve artificielle à l'intérieur de la valve calcifiée à cœur battant, en utilisant des techniques de cathétérisme cardiaque et sous anesthésie locale, puisque l'anesthésie générale était souvent une contre-indication chirurgicale à l'époque. Donc, à première vue, vous voyez, c'était complètement idiot, c'était absolument impossible. Impossible parce que vous voyez l'aspect de ces valves aortiques calcifiées, comment imaginer pouvoir ouvrir à l'intérieur de ça un stent et repousser à l'extérieur les calcifications valvulaires. Donc, ça paraissait a priori impossible et surtout dangereux puisque en fait, il y a des structures qui sont très importantes juste au-dessus de la valve aortique. Il y a les artères coronaires. Juste en dessous, il y a la valve mitrale. Il y a également le septum interventriculaire avec le système de conduction du cœur. Et donc, c'était impensable de pouvoir faire quelque chose comme ça sans tuer le malade. D'ailleurs, tous les experts des compagnies médicales que j'ai consultés pour essayer de trouver un financement ont dit que c'était techniquement impossible et que ça n'avait aucun sens clinique.
qu'il y aurait, si toutefois il y avait une ouverture de la valve absolument insuffisante, que les résultats ne dureraient pas et qu'il y aurait des complications innombrables, toutes mettant la vie des patients en péril, comme des accidents vasculaires cérébraux, des occlusions coronaires, l'embolisation de la valve artificielle, des splits aortico-mitrales, des blocs permanents qui nécessiteraient éventuellement des pacemakers ou des infections à titre d'endocardite. Et donc l'idée, c'était que c'était l'idée la plus stupide jamais soumise à un laboratoire et qu'il fallait s'empresser de l'oublier. Eh bien, malgré ça, il a été assez difficile de continuer à travailler là-dessus. Et on est parti donc de cette idée de stenting de la valve aortique et on a pu confirmer par une étude sur le cadavre réalisée à Rouen, des cadavres de patients morts de rétrécissement aortique, qu'il était possible, malgré l'épouvantable calcification de ces structures valvulaires, d'introduire le stent et de l'ouvrir complètement de façon circulaire à l'intérieur en poussant le calcium sur les côtés. Donc ça, c'était l'idée de base que j'avais supposé possible et qui s'est rapidement confirmée. Il a été également confirmé que quand le stent était en place à l'intérieur de l'anneau aortique, si ce stent avait des dimensions de 14 à 16 mm de hauteur et un diamètre de 23 mm, il serait possible de le mettre en place sans boucher les ostiums des ostia de l'intercoronaire, vous voyez la droite et la coronaire gauche ici, donc en restant à distance, sans toucher à l'insertion de la valve mitrale qui est ici, ou en écrasant le septum et le tissu de conduction du cœur qui est ici. Et donc, on avait la possibilité théorique de mettre le stent en place au bon endroit. Donc, j'ai déposé un brevet européen avec un modèle de stent qui ressemblait à ça. Vous voyez ici, il a été possible avec notre chirurgien cardiaque de construire un modèle qui correspondait à ce schéma avec de la toile très fine pour remplacer la valve aortique, à l'intérieur d'un stent découpé pour pouvoir la fixer et la suturer, une valve tricuspide. Et quand cette valve à l'intérieur du stent était sertie sur un cathéter à ballonnet, le diamètre de l'ensemble ne dépassait pas 8 mm et donc la possibilité d'introduire cette valve par voie fémorale existait réellement pour une grande majorité de patients. Bon, ça, c'était juste un modèle, ce n'était pas destiné à être implanté, c'était pour voir si ça pourrait être conçu. Eh bien, on a réussi à la faire, cette valve, et avec l'aide d'un cardiologue de mes amis, Martin Leon aux États-Unis, et deux ingénieurs de Johnson & Johnson aux États-Unis, il a été possible de créer une start-up qu'on a appelée Percutaneous Valve Technologies, ce qui dit bien quel était le but de la manœuvre. Et avec ces gens-là, on a réussi à déboucher une compagnie israélienne près de Tel Aviv qui a fabriqué la valve de mes rêves, c'est-à-dire en fait, vous voyez ici un stent très résistant à la compression avec une valve tricuspide supurée à l'intérieur. Le stent est recouvert à l'extérieur d'une membrane qui empêche le sang de repasser sur les côtés vers le cœur. Et cette valve a été étudiée sous tous ses aspects par des outils pour la rendre vraiment implantable chez l'humain. Mais avant de passer à l'homme, on est passé à l'animal et vous voyez ici, avec ma collègue qui est maintenant chef de service de cardiologie, Hélène Chalinov, qui m'a remplacé à la tête du service, nous avons fait une centaine d'implantations de valves chez l'animal, en particulier chez le mouton. Et vous voyez ici, par exemple, le premier stent valvulaire qui a été implanté à l'endroit de la valve aortique de l'animal avec une excellente fonction cardiaque. On a réussi à faire en sorte que des stents soient implantés dans le système artériel pendant 5 mois, ce qui était obligatoire pour la FDA. Et vous voyez ici, après 5 mois, en écho transœsophagien, la valve qui s'ouvre et qui se ferme normalement. Et à l'autopsie, absolument aucun dépôt anormal sur le système. Donc, toute cette expérimentation animale très importante qui a duré presque 2 ans a été faite à l'hôpital de Montsouris à Paris, dans un centre d'expérimentation animale, dans des conditions absolument chirurgicales. Vous voyez ici la valve sertie sur un cathéter à ballonnet, introduite dans un tube par l'artère carotide pour être déposée ensuite dans le système artériel. Donc, vous voyez ici les implantations du jour, mais est venue en 2002 la possibilité d'aller à l'implantation humaine, ce qui était une décision très difficile à prendre. Elle a été facilitée par le fait qu'on a reçu à Rouen
un patient tout à fait particulier, très jeune, de 57 ans, qui était en train de mourir de son rétrécissement aortique en choc cardiogénique avec pratiquement aucune contractilité cardiaque. Il avait également un caillot à l'intérieur du ventricule gauche. Il avait des artères fémorales occluses avec des pontages qui fait qu'il n'y avait aucun fémoral, aucun accès fémoral, comme j'espérais pouvoir le faire, pour mettre la valve en place. En fait, il a été adressé à Rouen pour qu'on lui fasse en vitesse une dilatation aortique par ballonnet pour essayer de l'améliorer en passant par voie transseptale. Bon, j'espère que vous savez de quoi il s'agit à travers le septum interauriculaire. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Il était de nouveau dans l'état initial au bout de 24 heures. Ce patient avait toutes les contre-indications actuelles du TAVI. Et pourtant, on a pris la décision avec Percussion Valve Technology de le faire pour lui sauver la vie. Et ça a fort bien marché. Donc, on a été obligé de mettre cette valve, cette première valve en place par voie transseptale en passant par la veine cave inférieure, par la veine fémorale droite, au pli de l'aine. On a passé ici à travers le septum interauriculaire pour aller ensuite dans le ventricule gauche, tourner autour du caillot qui flottait dans le coin ici, pour atteindre finalement la valve aortique. Vous voyez ici le guide qui a été mis en place pour pousser la valve dessus. Ce guide ressort par l'artère fémorale de l'autre côté. Et vous voyez ici la valve sur le point d'être délivrée. Et l'ambiance dans la salle de cathétérisme, c'était vraiment un moment tout à fait particulier. Vous voyez ici, la valve a été délivrée en plein milieu de l'explication. Immédiatement, la conséquence hémodynamique du rétrécissement aortique a disparu. Vous voyez ici cette expérience incroyable avec mes deux collaborateurs, Hélène Enscholner et Christophe Tron. Et le patient, immédiatement après cette première implantation valvulaire, le premier échocardiogramme fait pour permettre de voir la valve bouger à l'intérieur du patient. Et 8 jours après, le patient totalement ressuscité. Et donc, inutile de vous dire que la publication de ce premier malade a fait l'effet d'une bombe dans la communauté médicale. Entre 2002 et 2005, il a été très difficile pour moi d'obtenir l'autorisation des autorités françaises de faire une série de malades avec ces valves. Et on m'a autorisé finalement à faire une série avec une seule indication possible, compassionnelle, ce qui voulait dire mort imminente si on ne fait rien, avec une survie prévue à moins de 2 semaines. C'est-à-dire les pires patients que vous pouvez imaginer pour mettre une valve en place. Le challenge, c'était de démontrer le bénéfice potentiel d'une valve chez des patients qui étaient en train de mourir. Et il a été possible de réaliser la voie transseptale dans 85% des cas, parce qu'il fallait que j'utilise la même voie transseptale qui avait été utilisée pour le premier patient. Et on a quand même obtenu l'autorisation de faire de la voie rétrograde transfémorale par l'artère fémorale au pied de l'aine chez 7 patients. On a eu 3 échecs parce qu'on n'avait aucun cathéter de délivrance qui permettait de pousser la valve de façon facile à travers les tortuosités et les calcifications vasculaires. Et donc, ce qui est extraordinaire dans cette première expérience, c'est qu'il a été possible de faire survivre des gens au-delà de 5 ans, alors qu'ils devaient mourir dans les 2 semaines. On a eu une patiente qu'on connaît parfaitement qui a survécu 6 ans et demi sans aucun symptôme et avec une fonction valvulaire normale. Ce sont des patients qui étaient très âgés, qui étaient vraiment absolument mourants. Et la technique a commencé à s'épanouir et on a commencé à mettre des valves de cette façon-là par voie transseptale en Europe et aux États-Unis. Et vous voyez, en 2004, au début de 2005, il y avait au total 100 cas de réalisés de TAVI dans le monde entier. Et puis en 2004, Edwards Life Sciences, qui est une compagnie américaine qui fabrique notamment la valve de Carpentier-Edwards, la valve chirurgicale de Carpentier-Edwards, la bioprothèse, a demandé à acquérir notre start-up. À ce moment-là, les compagnies se battaient pour acquérir cette start-up et finalement Edwards a gagné. Et donc, ils ont très légèrement modifié la valve qui s'appelait initialement Criby-Edwards, que vous voyez ici, en augmentant le diamètre à 26 mm de façon à mieux couvrir l'anneau aortique, puisque 23 mm de large était un peu trop petit sur notre valve initiale, en utilisant du péricarde de bœuf traité de façon particulière pour éviter les calcifications.
et avec une couverture externe de la prothèse de 50%. Il a été possible avec cette compagnie et les ingénieurs innombrables de cette très grosse compagnie de faire un système de délivrance particulier pour passer la valve par voie transfémorale rétrograde avec un cathéter de délivrance qui s'appelle le rétroflex, qui était flexible à son extrémité distale. Et puis, pour les gens pour lesquels on ne pouvait pas passer par voie transfémorale, il a été possible de développer un système de délivrance par voie transapicale, c'est-à-dire chirurgicale, mais mini-chirurgicale, sans arrêter le cœur, sans circulation extracorporelle, comme pour l'intervention traditionnelle de remplacement valvulaire. Et avec ces deux techniques, il était possible finalement d'implanter tous les patients qui en avaient besoin. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On est maintenant à presque 15 ans, on est à 19 ans par rapport au premier cas. Il y a plus d'1 million de TAVI qui ont été réalisés dans 70 pays au monde, avec un nombre incroyable de centres ouverts et l'utilisation de la valve que nous avons conçue initialement, qui est devenue la valve Sapiens 3 avec Vessel Excellence, et d'une valve concurrente qui est l'Evolute, qui est la valve fabriquée par Medtronic, qui n'utilise pas un ballon gonflable pour être délivré, mais qui s'ouvre par toute seule. Et vous voyez l'ascension du nombre de cas par année. Donc, par exemple, en 2020, il y a eu 163 000 valves implantées dans le monde, 15 000 en France, 65 000 aux États-Unis. C'est donc un succès absolument incroyable et les prévisions sont une croissance multipliée par 4 dans les 10 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose d'absolument effarant. Et comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alors là, j'ai quelques diapos à vous montrer pour vous dire pourquoi ça a si bien marché. D'abord, il y a eu des améliorations technologiques très importantes. Et puis, les médecins ont commencé à prendre confiance en eux-mêmes, l'expérience a augmenté. Il y a eu une meilleure sélection des patients grâce notamment aux efforts de l'industrie au développement de techniques de scanners coronaires et cardiaques, une meilleure expérience des équipes, l'amélioration des valves, des systèmes de délivrance et des systèmes que l'on utilise également, par exemple, pour fermer l'artère fémorale. Et puis, tout ça a abouti à une facilitation des procédures qui deviennent pratiquement aussi faciles que d'implanter un stent coronaire. Et puis, sur la deuxième raison, c'est les preuves scientifiques qui ont été amenées. D'abord, d'innombrables registres incluant des milliers de patients avec les deux valves qui ont montré la non-infériorité du TAVI par rapport à l'abord chirurgical, et puis surtout des études randomisées, chirurgie contre TAVI, d'abord chez les patients à haut risque, puis chez les patients à risque chirurgical intermédiaire, et finalement chez les patients à bas risque, montrant la non-infériorité ou la supériorité du TAVI par rapport à la chirurgie cardiaque. Vous voyez ici les améliorations technologiques de la valve qu'on a développée. L'Edwards Sapien, la Sapien XT, la Sapien 3 maintenant, avec de multiples tailles disponibles entre 20 et 29 mm et une diminution progressive de l'introducteur artériel. Pareil pour la corvalve qui a vu son diamètre diminuer pour arriver finalement à ceci. Et le CE-mark et la commercialisation est intervenu en 2007, c'est-à-dire juste avant le lancement du nouveau modèle de la valve d'Edwards. Et grâce à ça, grâce à ces améliorations technologiques extraordinaires, la voie transfémorale, qui est vraiment à la portée de tous les cardiologues interventionnels, peut être utilisée dans plus de 90% des cas, étant donné que d'autres voies, qui sont des voies mini-chirurgicales, peuvent être utilisées dans les autres cas, mais dans de très rares cas à l'heure actuelle. Parce que maintenant, avec notamment la valve de Sapien 3, qui est la dernière génération de la valve qu'on a conçue, vous voyez ici la taille de l'introducteur qui fait simplement 5 mm. On peut passer par voie fémorale dans 92% des cas, et il ne nécessite que 2 investigateurs auprès du malade, avec une procédure qui ne dure que 30 minutes, ou entre 30 et 45 minutes, un séjour aux soins intensifs extrêmement faible, simplement pour surveiller l'électrocardiogramme et les points de ponction, et une sortie du patient dans 75% des cas
avant le troisième jour. Parfois, de 50% des cas, le surlendemain. Vous voyez, c'est quelque chose qui est devenu extrêmement banal, si je puis dire. Par ailleurs, il y a eu d'innombrables évidences scientifiques, d'abord des registres d'Edwards, dont un registre européen source qui a inclus 3700 patients quand même, et à partir de 2007, les fameuses études randomisées contre la chirurgie, Partner 1, Partner 2, Partner 3, vous voyez, des milliers de patients, avec à chaque fois l'accord de la FDA pour traiter les patients inopérables ou à haut risque, pour traiter les patients à risque intermédiaire et finalement pour traiter les patients à bas risque. Ceci avec les 3 différents modèles de valves développés. Du côté de la valve, ça a été exactement la même chose. Vous voyez, des études randomisées, high risk, intermédiaire risque, low risk patients. Et puis finalement, la FDA a donné son accord en 2019. Ça a été l'apothéose du TAVI, puisque la FDA a accordé la possibilité d'implanter les valves au lieu de faire de la chirurgie cardiaque chez pratiquement tous les patients à bas risque au-delà de l'âge de 65 ans, ce qui représente la grande majorité des patients atteints de cette maladie. Et vous voyez, il a été démontré qu'avec la Symphiane 3, on avait vraiment beaucoup moins de hospitalisation, moins de morts, moins d'accidents vasculaires cérébraux, le même taux de pacemaker que les chirurgiens, etc. Une très courte hospitalisation. Pareil avec la Corval, avec simplement un peu plus de pacemaker qu'avec la chirurgie cardiaque et un taux de fuite paravalvulaire un tout petit peu plus haut avec la Corval qu'avec la chirurgie cardiaque. Et on attend actuellement la finalisation des recommandations européennes pour cette population de patients à bas risque. Vous voyez ici la démarche depuis la dilatation valvulaire aortique en 1985. Vous voyez ici marque commercialisation en 2007. Et puis finalement, après cela, les registres post-commercialisation, les 3 études randomisées avec les nouveaux modèles de valves et l'expansion finalement à pratiquement tous les patients atteints de rétrécissement aortique, aux dépens finalement un peu de la chirurgie cardiaque. Donc il a fallu quand même 30 ans depuis les dilatations aortiques et 18 ans depuis le premier cas réalisé chez l'homme à Rouen. Voilà, on a changé de paradigme. En 2002, le TAVI a été conçu pour les patients qui n'étaient pas des candidats à la chirurgie cardiaque. Et à l'heure actuelle, la chirurgie cardiaque est indiquée chez les patients qui ne sont pas des candidats optimaux à la valve percutanée. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Alain Cribier. Merci de. J'espère avoir été trop long. C'est vraiment un conte de fées. Je vous propose, pour tous les participants, si vous souhaitez poser des questions à Alain Cribier, vous pouvez utiliser l'icône Q&R. Hein. Certains ont déjà commencé à poser des questions. Je vais aller piocher des questions dans cette icône et les poser directement au professeur Cribier. Peut-être une première question pour commencer, Alain. Quand tout le monde vous a dit à un moment du développement, vous l'avez mis dans une slide, ça ne marchera jamais, c'est complètement fou, c'est complètement idiot, qu'est-ce qui vous a poussé à insister? 2 choses. D'une part, je croyais absolument que ça marcherait. J'étais absolument certain, parce que j'avais fait des études en autopsique à Rouen sur des malades atteints de rétrécissement aortique et je savais qu'on avait la possibilité de faire en sorte que ça marche. Donc, j'y croyais vraiment très fortement. Et aussi la nécessité absolue de développer une alternative à la chirurgie parce qu'on voyait toujours mourir les patients qui n'étaient pas opérés et c'était absolument inacceptable pour moi. Donc, il y avait une raison médicale et une raison personnelle. J'étais absolument certain d'avoir raison. Alors, je prends une question de Sébastien hein, qui vous demande quelles évolutions à venir pour le TAVI? Alors, l'évolution à venir pour le TAVI, c'est déjà l'extension des indications. Jusqu'à présent, le TAVI s'est adressé particulièrement aux gens qui avaient des symptômes, c'est-à-dire qui étaient sur le point de mourir de leur maladie. Bon, on a maintenant des études en cours pour essayer de remplacer la valve aortique de façon non chirurgicale sur des patients qui n'ont pas de symptômes, mais qui ont quand même un rétrécissement aortique qui est considéré comme serré sur les examens invasifs. On a la possibilité de traiter tout à fait et parfaitement bien les dégénérescences de valves artificielles chirurgicales en introduisant une valve à l'intérieur des prothèses chirurgicales.
on a la possibilité de traiter finalement les gens de façon beaucoup plus précoce qu'avant. Donc le marché, si je peux dire, continue de s'ouvrir largement sur le fait. Merci beaucoup. Je prends une question de Louise qui vous demande, en temps de Covid, pensez-vous que l'ambulatoire pourrait être envisagé pour ces patients TAVI? Je, pour vous dire la vérité, je ne vois pas trop ce que vient faire le Covid là-dedans, parce que déjà, l'hospitalisation des patients pour un TAVI est très courte. On fait sortir la majorité des patients dans les 3 jours, donc c'est quand même un petit peu nécessaire de les garder à l'œil au moins pendant une journée. Bon, il y a eu des publications de TAVI en ambulatoire, ça s'est déjà fait. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment très, très raisonnable. Donc, je crois qu'il faut faire simplement attention, prendre des précautions d'usage pour éviter que les patients soient contaminés par le Covid pendant leur hospitalisation. Mais vu la durée de l'hospitalisation, le fait que les patients passent quelques instants en soins intensifs et puis sont enfin après mis dans des parties du service qui ne sont pas contaminées en principe par le Covid, je ne pense pas que ça pose vraiment un problème. D'accord. On a également une question sur comment est-ce que vous avez géré votre implication avec les différentes sociétés avec lesquelles vous avez pu travailler. Au départ, la société israélienne, puis Edwards. Comment ça s'est passé? Ah bah écoutez, c'est très simple. J'ai laissé mes droits à la société Edwards parce que quand même, ce qui était important dans cette histoire, c'était de développer la technique. Donc, j'ai laissé finalement la propriété intellectuelle à Edwards qui en fait ce qu'elle veut. J'ai été consultant de la compagnie, je suis toujours d'ailleurs consultant de la compagnie depuis le début, c'est-à-dire qu'en fait, la compagnie me rémunère pour des conférences que je fais ou pour des séances d'entraînement des équipes sur place, ni plus ni moins. Donc, ça ne m'a pas du tout posé de problème psychologique très important. D'accord. Si vous voulez, je vais prendre peut-être une dernière question, sauf s'il y a d'autres questions qui apparaissent encore. Une question de Mathieu. Euh, euh, alors, selon vous, qu'est-ce qui fait que les temps de développement pour les valves percutanées mitrales et cuspides semblent plus longs et plus challenging? Ah oui, ça c'est une très bonne question. Et effectivement, comme vous le savez, le succès des valves aortiques fait que beaucoup d'ingénieurs et de compagnies sont intéressés à la possibilité de faire la même chose avec la valve mitrale et la tricuspide. En fait, le problème est complètement différent avec ces valves. D'abord parce que les dimensions ne sont pas du tout les mêmes. Les anneaux mitraux et tricuspidiens sont extrêmement larges. Donc, il n'y a pas de calcification vraiment, parce que quand on parle de traiter les valves mitrales et les valves tricuspides, on parle d'insuffisance tricuspidienne ou d'insuffisance mitrale, et non pas de rétrécissement tricuspidien ou mitral. C'est-à-dire qu'on n'a pas les calcifications qui existent dans l'aorte et qui permettent de fixer le stent. Il n'y a rien pour fixer le stent, donc c'est extrêmement difficile. Il y a également, par exemple, avec les valves mitrales, la difficulté d'implanter une valve sans boucher finalement la voie d'éjection du sang de l'aorte, du ventricule gauche vers l'aorte. Il y a des compressions de la chambre de chasse du ventricule gauche qui fait qu'en fait, c'est vraiment extraordinairement difficile d'imaginer qu'on puisse mettre des valves mitrales tricuspides en place comme on met des valves aortiques. Par contre, pour les valves mitrales et aortiques, il y a des solutions interventionnelles différentes qui sont des réparations. Comme vous savez très bien, on peut maintenant supprimer les valves par voie percutanée pour limiter les chutes valvulaires. C'est le cas par exemple du Mitraclip. On fait la même chose avec la valve tricuspide. Mais mettre une valve artificielle en place, c'est vraiment un challenge qui est pratiquement impossible. Je ne vois pas trop vraiment l'avenir vers l'implantation de valves artificielles en position neutrale et encore plus tricuspidienne. Merci beaucoup, Alain Cribier. Merci de cette passionnante intervention. Je pense qu'on a eu pas mal de questions. J'ai réussi à poser à peu près toutes les questions. On essaie de démarrer à l'heure et de terminer à l'heure. Donc, merci encore. C'est moi qui vous remercie.
C'est un Voilà. très plaisir d'être avec vous. Plus d'un million de cas réalisés, c'est assez extraordinaire. Hem, je rappelle à toutes les personnes qui s'intéressent au TAVI que, des formations sont proposées, extrêmement régulièrement. La prochaine formation aura lieu au mois de juin. On vous informera sur, la formation, sur les dates de la formation. Ce sont des formations sur des cas en live. La dernière formation, vous avez fait combien de cas, Alain? Alors, on fait en général, on fait 6 cas on fait six cas en gros par session. Je rappelle simplement qu'avec votre aide, jusqu'à ce que le Covid arrive, ces sessions d'entraînement étaient réalisées à Rouen sur place, avec la possibilité pour les participants d'aller en salle de catégorisme et vraiment d'être au contact du patient et des équipes. Maintenant, on est amené à les faire par webinar à cause de la pandémie. Mais dès lors que ce sera terminé, on recommencera des sessions qui seront peut-être mixtes à la fois sur le web pour toucher beaucoup de gens et sur place à Rouen comme on faisait jusqu'alors. Merci beaucoup. On vous tiendra tous et toutes au courant pour participer à ces sessions, soit directement au Medical Training Center de Rouen ou bien à distance. Et je remercie encore beaucoup la compagnie Vivox, vraiment Julien, pour l'aide que vous nous apportez pour la réalisation de ces séances d'entraînement. Alors, c'est un honneur pour nous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et, bonne journée à toutes et à tous. Bon appétit. À la semaine prochaine pour une nouvelle session de l'Académie Invivox. Jeudi midi, on parlera d'un tout autre sujet, hein. On parlera de l'utilité de Facebook, justement pour faire connaître vos événements de formation, vos contenus vers des professionnels de santé. Parfait. Merci beaucoup, Julien. Merci. Merci Alain. Bonne journée. Au revoir.